bonjour à tous et bienvenue. Maintenant démarre votre émission, celle qui vous accompagne tous les matins. Et comme à l'accoutumée, on a mis les bouchées doubles pour que vous ayez les bons ingrédients sur votre programme d'actualité et d'information. Et c'est bien entendu pour moi un grand plaisir que de m'adresser à vous ce matin pour vous souhaiter très cordialement bon matin. On se retrouve à nouveau pour une matinée culture sur votre matinale. On fera ensemble, bien entendu, vous le savez déjà, le tour d'horizon de l'actualité culturelle. Quel est le menu de ce matin? On le décline, mais pas sans avoir dit bonjour à ma chère Christelle Edia Chotongodo. Bonjour Christelle. Bonjour Rachida Biomaman. Miss Info. Alors, dernier numéro de 5 sur 7 matin de cette semaine et ça annonce le week-end, n'est-ce pas? Absolument. Vous avez les week-ends comme moi aussi Qui n'aime pas le week-end? Qui n'aime pas le week-end parce que c'est synonyme de repos, bien entendu. Dans votre émission ce matin, dans le sommaire, eh bien, toute l'actualité culturelle, sortie d'ouvrages, bien entendu. Les meilleures façons d'aborder la sexualité avec les enfants en famille, c'est le livre que nous allons découvrir ce matin. L'auteur Adjoa Chochovi Logosu, elle sera des nôtres. Elle nous expliquera le pourquoi du comment de cet ouvrage et bien sûr, les événements du week-end, les rendez-vous incontournables à ne pas louper sont également au menu. On vous dit tout dans un moment. Et comme tous les matins, chers amis téléspectateurs, on fera aussi le débat. Aujourd'hui, nous parlons de la femme dans le milieu de l'art au Bénin. Quelle place occupe-t-elle? Comment s'affirme-t-elle? Et comment la permet de lutter pour les droits des femmes? 3 visages féminins de cet univers seront sur ce plateau pour décortiquer le sujet. Christiane Chabikao sera des nôtres. Carole Lokosu également sera sur ce plateau. Et Tatiana Arissou du groupe Teriba se joindra aussi à nous pour faire le débat. Prenez le rendez-vous autour de 8 heures avec ces 3 dames du monde de l'art. Nous tenterons également de répondre à une question. Et vous aussi, vous avez la possibilité de répondre à cette question. Afficher son ou sa partenaire, est-ce une preuve d'amour? C'est le deuxième sujet en débat, vous l'avez compris. Ce matin, nous avons 2 sujets à aborder et celle-ci, bien entendu, vous avez la possibilité d'opiner là-dessus. Je reprends. Afficher son ou sa partenaire, est-ce une preuve d'amour? On compte sur vous, chers amis téléspectateurs. Ma chère Christelle, on y va pour le bulletin d'information. Bonjour, bienvenue au bulletin d'information. Les Béninois de l'étranger sont admis aux mêmes privilèges que leurs concitoyens du pays. À la préfecture de Cotonou, un service leur est dédié. Ils peuvent se faire enrôler et se faire délivrer toutes les pièces. Igor Ayoso et Uvaïs Balogu nous en disent plus. À la préfecture de Cotonou, un service dédié aux Béninois de la diaspora facilite désormais l'accès aux pièces d'état civil. Plus besoin de longs séjours ou de multiples allers-retours pour obtenir ces pièces d'état civil. Ici, les demandes sont traitées en un temps record. La première partie du processus est terminée. Merci. Imoru, plombier béninois résidant en Italie, est en vacances chez lui à Djougou pour quelques jours. Occasion propice pour venir à Cotonou, dans les locaux de la NIP, dédiés aux Béninois de l'extérieur. Il est venu faire son enregistrement au RAVIP. Ici, l'enregistrement des empreintes digitales et de la photo est une étape clé pour garantir l'authenticité des documents. J'ai profité pour venir la vacance, pour faire vacances, et j'avais un petit problème pour l'enrôlement. J'ai passé ici pour reprendre de mes choses. Comme lui, de nombreux Béninois de l'étranger peuvent bénéficier de ce service pour régulariser leur situation administrative. Nous accueillons les Béninois de la diaspora qui viennent pour des courts séjours. Ils viennent pour faire leur enrôlement au RAVIP, histoire d'obtenir leur pièce d'état civil telle que l'acte de naissance sécurisée, le certificat d'identification personnelle et la carte nationale d'identité biométrique.
Nous accueillons également les expatriés qui viennent se faire enrôler. Et aux expatriés, nous délivrons le certificat d'identification personnelle du résident. Grâce à la modernisation du système, les délais d'attente sont considérablement réduits, évitant ainsi aux usagers de longs séjours administratifs au Bénin. Quand un Béninois de la diaspora arrive ici, on l'enrôle d'abord. Après l'enrôlement, on lui donne 112 heures et il revient. Dès qu'il revient, ces données sont déjà synchronisées dans le système et ça nous permet de lui donner son date de naissance sécurisée et sa carte d'identité biométrique. Par jour, environ une cinquantaine de Béninois de l'extérieur passent dans ces locaux pour se faire délivrer des services d'état civil. Je suis venu chercher ma carte CIP, effectivement. Bon, je l'avais déjà fait depuis 2022. Comme c'est périmé, bon, il faut proroger. Oui, donc voilà pourquoi je suis venu prendre. Je suis venu faire ça ce matin. Mais là, c'est déjà fait. Je suis venu chercher un acte de naissance numérisé. J'en ai besoin effectivement pour renouveler mon passeport. Donc j'étais à l'immigration et quand j'ai fait le dépôt, on m'a demandé de rajouter l'acte de naissance. Et vu que l'immigration n'est pas très loin d'ici, je me suis dirigé ici pour venir chercher l'acte de naissance numérisé et aller compléter mon dossier. Ça ne m'a pas pris 2 minutes, on a juste pris ma carte CIP et en 30 secondes, mon acte de naissance est sorti. Les services de l'ANIP dédiés à la diaspora sont également disponibles et accessibles dans les représentations diplomatiques. Les compatriotes béninois qui sont à l'étranger ne sont pas forcément obligés de descendre au pays pour se faire enrôler. Dans les ambassades et dans les consulats généraux comme Honoré, nous avons le dispositif d'enrôlement au RAVIP. Donc, ils peuvent déjà se faire enrôler sur place et faire la demande également de leur pièce d'état civil. Ils ont également la possibilité aujourd'hui de se faire authentifier dans les ambassades, les consulats honoraires et généraux, de mettre à jour leur numéro de téléphone et de mettre à jour également leur signature. L'ANIP poursuit ainsi son engagement pour un service public plus proche et plus efficace. Déjà, c'est une félicitation par rapport à tout ce qui est en train d'être fait pour digitaliser le système. Cela facilite vraiment le travail, aussi bien pour les travailleurs qui s'en occupent et aux populations qui en ont besoin. Ces bureaux de l'ANIP, dédiés aux Béninois de l'extérieur, constituent une avancée qui facilite la vie des Béninois de la diaspora et renforce leurs liens avec le Bénin, leur pays d'origine. Face au terrorisme, le Bénin se renforce au fur et à mesure. Après quelques partenaires bilatéraux, c'est au tour de l'Union européenne d'apporter son soutien au Bénin. Un petit appareil de reconnaissance est mis à la disposition de l'armée. Benjamin Denayon, Alessandra Jordan. Au front, de jour comme de nuit, ils veillent d'arrache-pied à défendre le territoire national. Eux, ce sont les éléments des forces armées béninoises déployés sur l'ensemble du territoire national, avec actuellement une forte concentration dans le nord du pays. Face à la multiplication des attaques terroristes, aucun moyen ne sera de trop pour les aider à accomplir leur mission. Voici le nouveau joyau. Un avion léger de surveillance et de reconnaissance offert par l'Union européenne. Il vient renforcer les efforts dans la lutte contre le terrorisme. La livraison de cet avion aujourd'hui, au titre de la Facilité européenne pour la paix, est un symbole fort de la solidarité européenne envers le Bénin dans la lutte contre le terrorisme. Il ne s'agit pas d'un simple appui ponctuel, mais d'un partenariat stratégique, construit sur des valeurs communes de paix, de stabilité et de développement. La Facilité européenne pour la paix 2024, avec ses différentes mesures d'accompagnement, qu'elles soient aériennes, maritimes ou aéromédicales, témoignent de la profondeur et de la diversité de cette coopération qui vise à doter nos forces de défense des moyens adéquats pour répondre efficacement aux défis sécuritaires actuels. Cet avion de surveillance et de reconnaissance que nous réceptionnons aujourd'hui aura une utilité inestimable.
C'est en effet un outil stratégique. Tel que reconnu par les autorités, il permettra d'améliorer la vigilance et la réactivité des forces armées dans leur mission de surveillance du territoire, de lutte contre les menaces asymétriques et de protection des populations. On s'intéresse à présent à la tournée du président du Haut Commissariat à la lutte contre la corruption dans les administrations. Jacques Migan était notamment au ministère des Finances et du Commerce. L'objectif est de susciter leur adhésion pour l'adoption des réflexes vertueux. Les échos avec Gloria Oni. Nous étions partis rendre une visite de courtoisie pour recevoir les conseils du ministre des Finances et aussi pour lui dire toute la reconnaissance du Haut Commissariat à travers ce qui a été proclamé encore un mois de cela en ce qui concerne les résultats de Transparency International. Le bond qui a été fait par le Bénin. Et vous savez que ce bond qui nous permet d'être à 46, alors qu'hier nous étions à 43, est une grande victoire pour le gouvernement du président Patrice Talon dans le cadre de la lutte contre la corruption. C'est aussi pour solliciter sa contribution dans ce que nous entendons faire dans les marchés qui sont sous sa responsabilité. Et il n'est point de secret pour personne que c'est des lieux où passent et repassent les Béninois et les Béninoises. Mais dans un premier temps, nous allons le faire à Cotonou, dans 3 marchés de Cotonou. Les marchés qui sont choisis à dessein pour montrer ce que sera fait sur toute l'étendue du territoire. L'actualité, c'est également ce projet dénommé Mémoire et Survivance. Il vient de franchir une étape à travers le lancement d'une plateforme digitale. Elle offre un potentiel de savoir et de diffusion sur l'histoire et survivance de la traite négrière transatlantique. Une revue scientifique et une maison d'édition s'y ajoutent. On regarde. Ouidah, ville d'histoire et de patrimoine, aujourd'hui épicentre de la mémoire, de l'identité et de la réconciliation, se remémore. On a des pratiques culturelles et sociales à Ouidah qui vont au-delà de la mémoire et qui fabriquent ce que nous avons appelé les survivances. C'est comme des poches de résistance de la pratique de la traite négrière. Ce constat a donné naissance à une volonté, celle de documenter les mémoires et survivances de la traite négrière transatlantique. Ce projet ambitieux vient à point nommé enrichir l'offre scientifique et culturelle de notre ville et pose clairement un jalon essentiel pour la transmission des savoirs, l'éducation et la valorisation de notre patrimoine commun. Ce projet, réalisé dans le cadre du CES Patrimoine 2.0, incarne l'engagement de la France et du Bénin à préserver et valoriser une mémoire commune, aussi heureuse soit-elle, pour en faire un levier de dialogue, de compréhension et de construction de la partagée. Il s'agit donc, grâce à ce projet, de documenter les savoirs sur les patrimoines culturels liés à la traite négrière. En documentant et en analysant ces héritages, nous contribuons à une meilleure compréhension des processus de résilience et d'innovation culturelle qui ont façonné les sociétés d'hier et d'aujourd'hui. Se souvenir, se documenter et transmettre cette histoire constitue non seulement un impératif moral, mais également un acte de responsabilité envers les générations présentes et futures. Garder la mémoire vive pour la postérité, c'est aujourd'hui possible avec, entre autres, les actes du colloque de 2022 sur les mémoires et les survivances de la traite négrière transatlantique, la plateforme digitale des recherches et de diffusion de savoir et la revue scientifique Mémoire et Survivance.
Voyons cette veille officielle autour des actions gouvernementales dans les domaines du sport, de la culture et du tourisme. C'est ce qu'entreprend depuis peu le ministre conseiller au tourisme, à la culture, aux arts et au sport. Il était à Alada et à Boumé-Calavi. Il fait focus surtout sur les classes sportives et culturelles. Alessis Sekenom, Amadid Aniamboso. Moi aussi j'aime jouer au ballon. Les classes sportives, ça me rapporte des bonnes choses. Prudencia est élève passionnée de foot. Comme plusieurs autres élèves, elle a trouvé dans l'avènement des classes sportives et culturelles l'opportunité de développer son potentiel. C'est un bon projet institué par le gouvernement, ce qui permettra à la jeune génération de pouvoir trouver là-dedans des talents qui vont émerger pour représenter valablement notre pays à des compétitions tant sur le plan de la culture que sur le plan du sport. Après quelques années de mise en œuvre, les classes sportives et culturelles font le petit bonhomme de chemin. Expérience nouvelle inspectée par le ministre conseiller au tourisme, à la culture, aux arts et au sport. D'ici 5 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans, que parmi vous, on a de véritables talents qui rendront fiers tout le Bénin. Il est l'un des veilleurs politiques de la bonne exécution du programme d'action du gouvernement auprès du chef de l'État. Et ce qu'il a observé de près n'est pas décevant. Je veux dire, il est venu avec un esprit conquérant. Pour lui, si nous avons 2000 élèves dans un CEG, il faut que les classes sportives et les classes culturelles aient au moins 1000. Donc quand nous aurons une large population, nous allons pouvoir aussi faire le filtrage et recueillir les bons grés. Quand vous voyez les enfants prester, vous voyez les enfants jouer sur le terrain, ça prouve réellement que le chef de l'État a une très bonne vision par rapport à la jeunesse. Et je crois que cette initiative est encouragée. Le ministre a expliqué l'importance de ce projet de classe sportive. C'est pour détecter des talents qui sommeillent en nos apprenants. Et il a invité les apprenants à s'inscrire massivement dans ces classes-là pour vraiment révéler leurs talents. Le ministre a profité également pour prendre leurs doléances et leurs suggestions pour pouvoir améliorer leurs conditions de travail. Au-delà des cahiers, des performances scolaires, ces jeunes ont d'autres talents à faire valoir et les classes dédiées leur en offrent la chance. La tournée du ministre conseiller de tutelle se poursuit dans le département de l'Atlantique. Prochaines étapes, les communes de Tori et Ouida. Vous le savez, nous sommes dans le mois du Ramadan, moment de piété, mais aussi et surtout de générosité chez les fidèles musulmans. Fidèles à cette recommandation de leur livre saint, le ministère des Affaires étrangères de l'Arabie Saoudite, près le Bénin, organise un dîner spécial de rupture de jeûne. Jennifer Sachivi, NSTT. Tout commence par l'appel du muezzin et une prière d'ouverture. Le décor est ainsi planté pour cette spéciale rupture du jeûne qui réunit ici des fidèles musulmans du Bénin. Le dîner de convivialité qui leur est offert par le roi de l'Arabie Saoudite était aussi un moment de rappel et d'exhortation. Allah, c'est le seul, comme nous le savons. C'est l'Éternel. L'étape suivante, la prière de Maghreb, est un acte d'adoration dédié à Allah. Elle fait place à la rupture du jeûne, un dîner orchestré dans une ambiance conviviale et fraternelle. Lorsque vous avez le privilège d'être invité par le roi saoudien à participer à ces programmes, notamment pendant le Ramadan en Arabie Saoudite ou pendant le Grand Hajj, vous mesurez combien cette diplomatie devient plus performante et nous enseigne d'ailleurs nous-mêmes à pouvoir marcher dans le pas tracé par l'Arabie Saoudite. Le repas qu'une seule personne peut manger, ça peut suffire à 2 personnes. C'est comme ça l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et à la demande qu'on donne, on donne même sans attendre un remerciement ou bien une félicitation des gens. Donnez à cause de la subhanahu wa ta'ala. Vous allez trouver cela auprès de la subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens qui en ont besoin. Toujours dans cette quête de partage, plus de 5000 kits alimentaires ont été distribués sur l'ensemble du territoire national par le Centre Roi Salman de l'Arabie Saoudite.
Et ce bulletin d'information se poursuit. Il a été créé et acté comme bras opérationnel du volontarisme officiel pour protéger la femme. L'Institut national de la femme avait besoin aussi d'un siège à la hauteur de ses ambitions républicaines. Eh bien, c'est fait. C'est une belle architecture moderne qui abrite l'INF situé à hauteur du quartier général de la SONEB à Cotonou. À son inauguration, nos reporters Ramatou Lawani et Fallon Kisezno. Cette belle bâtisse abrite le siège de l'Institut national de la femme. C'est désormais ici que chaque Béninois, chaque femme, victime ou témoin d'une quelconque violence, devra se rendre pour faire entendre sa cause. Une matérialisation de l'engagement du gouvernement à en finir avec les violences à l'égard des femmes et des filles au Bénin. L'inauguration de ce siège est le fruit de la détermination du chef de l'État et de son gouvernement pour doter notre pays d'une institution forte au service des femmes. Nous avons les moyens requis pour mener à bien notre mission. Le chemin à parcourir reste encore long. Mais l'INF, dont le siège est inauguré aujourd'hui, porte les espérances de milliers de nos femmes, de nos filles, des générations actuelles et futures, pour que le fléau silencieux et dévastateur des violences, surtout les violences sexuelles, prenne fin, afin que les femmes puissent garder confiance en elles, qu'elles puissent s'épanouir, s'autonomiser en toute sécurité, en toute sérénité, afin que les filles puissent poursuivre leur cycle de formation et d'apprentissage. C'est à cela que nous devons tous contribuer aux côtés de l'INF. Le Bénin se hisse ainsi au rang des pays qui disposent d'un arsenal juridique et d'un institut dynamique et compétent en matière de lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes. Le président Patrice Talon a posé des actes historiques dans le combat pour l'égalité des genres, le progrès social et le développement de notre pays. Nous lui devons la loi portant mesures spéciales de répression des infractions commises à raison du genre et de protection de la femme au Bénin, la loi complétant et modifiant le Code des personnes et de la famille, la loi complétant et modifiant la loi sur la santé sexuelle et de reproduction, la Cour de répression des infractions et du terrorisme chargée de juger désormais une partie des infractions commises à raison du genre, la restructuration et la réorganisation de l'Institut national de la femme. Le siège de l'Institut national de la femme est situé dans l'angle de rue de l'avenue Jean-Paul II, au grand carrefour de la SONEB à Cotonou. Bien visible, l'Institut est plus que jamais déterminé à décourager toute forme de violence à l'égard des femmes et des filles au Bénin. Rappelons que c'est le 21 juillet 2021 que l'Institut national de la femme, dans sa nouvelle configuration, a été créé. Et à ce jour, c'est plus de 4000 plaintes qui ont été enregistrées et traitées. Et on parle sport pour finir avec cette crise au sein du Conseil national des supporters du Bénin, une guerre de succession qui divise les membres de ce rassemblement. Et dans le reportage qui va suivre, Mathieu Sokenou et Herman Rodrigue Amégan nous expliquent ce qui se passe. Dans les gradins, à toutes les aventures des sélections nationales, ils chantent d'une seule voix. Une symphonie que des intérêts personnels tentent de briser. C'est une guerre de succession aux multiples ramifications qui secoue le Conseil national des supporters du Bénin. Une crise naissante et des postures qui se radicalisent. Le CNS est en train d'être déstructuré et ça donne lieu à des violences. On dit, j'ai fait une promesse. Est-ce que nous sommes déjà en 2026 et je suis présenté? J'ai le droit de me présenter ou de ne pas me présenter. Mais alors, que se passe-t-il réellement au CNSB? On rembobine. Le Conseil national des supporters du Bénin est issu de la volonté des pouvoirs publics d'unifier les associations et fêtières de supporters en un seul bloc. Le CNSB
est alors porté sur les fonds baptismaux en 2016, sur la base d'un protocole d'accord entre la FEBAS et l'UNAS, les deux grandes fêtières existantes qui ont par ailleurs maintenu chacune toute leur autonomie. Un bureau consensuel de 15 membres est mis en place et présidé par Léopold Wankou, dont le dernier mandat consensuel arrive à échéance en juillet 2026. Mais problème, il dit qu'on l'a défié et que d'ailleurs, s'il a dit qu'il va partir, est-ce qu'il a écrit, est-ce qu'il a signé quelque part? Les autres se sont levés, ont dit non. C'est un accord que nous avons eu pour te porter pour un deuxième mandat et que toi, en contrepartie, tu as déclaré devant le ministre et devant l'Assemblée que c'est le dernier mandat. Le conflit est né là. Cette lecture n'est pas partagée par le camp de l'actuel président qui persiste et signe. Mais au cours de l'âge, j'ai été clair. J'ai dit de m'aider, de m'accompagner à laisser une maison digne du nom. Je ne veux pas laisser une maison après tant d'années, bâtir quelque chose après tant d'années, qui est en train de prendre de l'envol, qui va voler en éclats. Mais le comportement de certains ont fait que, comme ce n'est pas dit dans les textes qu'après tant d'années, je ne peux plus rester, c'est déjà un acquis. À l'heure actuelle, le protocole d'accord qui consacre le CNSB est mis à l'index. Il y a lieu de revoir les tests, tranche le préfet du littoral qui s'est saisi du dossier. Il a initié une rencontre avec les divers acteurs et selon le compte rendu de la séance, Alain Oronla a indiqué des directives, notamment la mise en place d'un comité de 5 membres qui aura pour mission la relecture des statuts du CNSB, l'enregistrement officiel et rapide des tests et l'organisation d'une assemblée générale élective. L'implication du préfet sonne peut-être le glas d'une crise qui aurait pu priver les athlètes béninois de soutien, de l'avis des experts du droit. Une seule solution se présente aux acteurs en conflit. La part de sortie, appliquer les tests qui seront toilettés, suivre rigoureusement la procédure initiée par le préfet là, toiletter les tests, sortir les coquilles qu'il y a pour que demain ça ne devienne un problème de tribunal. Sinon, en âge électif et sortir le bureau statutaire. Les factions rivales vont-elles pousser le bouchon plus loin? Une certitude, ce branle-bas intervient à seulement quelques jours des échéances importantes pour les Guépards du Bénin dans la perspective du Mondial 2026. Selon les dernières informations, le président de la Fédération béninoise de football Mathurin de Chacus a entrepris une médiation pour concilier les parties en conflit. Le dénouement de la crise semble donc sur les bons rails. Et c'est fini pour ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Merci Edjacho Christelle Tongodo. Je te souhaite de passer une belle journée de vendredi. Et déjà, bonne fête des droits de la femme. C'est déjà demain. Merci beaucoup Rachida Biomaman. Bonne fête à vous également. Merci beaucoup. On poursuit ici avec Patrick Diosso. Patrick, bonjour. Bonjour Rachida Biomaman. Bonjour Christelle Tongodo. Bonjour Diosso. Oui, Edjacho. Edjacho, Acho no dje, c'est ça, non? Acho dje, Acho dje, on nous l'a bi. C'est bien dit, n'est-ce pas? Allez, on va offrir cette superbe chanson du groupe Teriba. Le titre de cette chanson, c'est Aya. C'est une chanson qui aura hommage à toutes les femmes africaines. Et on l'offre, n'est-ce pas, à toutes les femmes qui sont ici, à Carmen Toudonou, à Madame Logosu, voilà, d'accord. À toutes les femmes qui sont ici en plateau, à toutes les femmes du Bénin. Voici pour vous Teriba. Le titre, c'est Aya. Voilà, on n'a pas eu du Aya, Patrick Diosso, mais on a eu du KS Bloom, fit Kosé. Eh bien, c'est une superbe chanson aussi. Hein. Oui, pas mal. Oui, bien sûr. Oui, c'est bien. En tout cas, on a offert quelque chose aux femmes. Exactement. Allez, on y va tout de suite avec nos différents invités. On va à la découverte d'un ouvrage qui nous donne, on va dire, des conseils, qui donne des conseils aux parents sur comment aborder la sexualité avec les enfants en famille. Notre invitée, c'est Adjoa Tchochovi Logosu. Elle est auteure de cet ouvrage. On la reçoit juste après ceci.
C'est donc un ouvrage de recherche en éducation infantile, Patrick Diosso. Oui, un ouvrage de recherche en éducation infantile, un ouvrage de recherche en éducation tout simplement sexuelle ou sensuelle, un ouvrage qui plante le décor par rapport à l'éducation. Comment nous faisons pour que les enfants puissent accéder à tout ce qui est, entre parenthèses ou entre griffes, sexe, comment les enfants doivent éviter tout ce qui s'approche du sexe, comment les enfants doivent aborder ce caractère qui est humain, le sexe. Comment vous avez eu cette idée? Bonjour madame. Bonjour monsieur Patrick. Madame Logossou. Bonjour madame Logossou. Comment cette idée vous est venue? Aborder les meilleures façons de rencontrer la sexualité, de rencontrer le sexe. Oui, les meilleures façons d'aborder la sexualité avec les enfants en famille. Juste parce que l'éducation commence en famille et il faut une manière pour en parler avec les enfants. Et chez nous, au Bénin, parce que je me suis dit que ce n'est pas une autre personne qui le fera à notre place, il faut quand même que nous le faisons nous-mêmes parce que c'est de chez nous il s'agit. Oui. Donc, cette façon d'aborder, je l'ai décrit dans le livre et ça a rapport, ça part de notre culture. Oui. Parce qu'on ne peut pas s'asseoir avec un enfant et commencer par lui parler tout de suite du sexe. Oui. Il faut quand même qu'on parte de quelque part. Oui. Donc, voilà. Donc, et je suis partie de l'hygiène corporelle. Oui. Il faut commencer déjà par s'intéresser à l'hygiène corporelle de l'enfant depuis sa toute petite enfance et lui montrer l'importance de l'hygiène corporelle et les parties délicates à entretenir, à laver, cette façon de se laver, je l'ai décrit dans le livre. Et cette façon de faire va créer un lien entre les enfants, un lien de confiance entre les enfants et les parents, afin d'aider l'enfant à un moment donné de se confier facilement aux parents et aussi aux parents d'aborder quand même la deuxième partie qui est décrite aussi dans le livre concernant la sexualité. Voilà. Alors oui, mais cette première partie de contact avec l'enfant, du contact du parent, est-ce que c'est le parent masculin avec l'enfant masculin ou le parent féminin avec l'enfant féminin ou tout parent avec tout enfant? Tout parent avec tout enfant, parce que je me dis, c'est un parent. Un parent, que ça soit féminin ou masculin, est un éducateur. D'accord. Donc, que ça soit de sexe opposé, je l'ai décrit aussi, ça dépend de la façon dont le papa va aborder la fille et la maman aussi, le garçon. Ok, ça dépend de cette manière. Oui. Alors, lorsque vous avez évoqué ça, vous avez aussi tourné autour de tout ce qui peut se rapprocher même de la nutrition. C'est ça qui fait que l'ouvrage a été préfacé par Dr Colette Azandjeme. Le professeur Azandjeme, qui est dans les coulisses. Coucou à elle. Oui. Alors, quand vous avez cet ouvrage, quand quelqu'un prend cet ouvrage, est-ce que la personne peut, de but en blanc plutôt, se dire « je suis éducateur de tous les enfants » ou simplement de mon enfant? Est-ce que la personne peut se dire « je peux coacher tout enfant en éducation sexuelle » ? Oui. Toute personne qui a ce livre en main peut coacher tout enfant. Puisque chez nous en Afrique, on dit, quand un enfant naît, l'enfant n'appartient plus aux parents, mais à tout le monde. Donc, avant même, quand on rencontre les aînés au dehors, quand tu ne fais pas bien, tout de suite, on te réprimande. On n'attend pas ton parent avant de t'éduquer. Donc, je me dis que toute personne est éducatrice. Et du coup, quelqu'un qui a ce livre en main peut déjà éduquer un enfant. Oui. Alors, ce sont des expériences personnelles qui ont été rééditées ici ou bien il y a eu une étude spéciale qui vous a guidé à écrire cet ouvrage? Bon, parlant d'expériences personnelles, j'ai
pas vraiment eu d'expérience personnelle. Les expériences que j'ai rencontrées, c'est par rapport dans mon entourage et en travaillant avec des ONG et aussi tout ce qui se passe autour de moi par rapport aux enfants. Voilà. C'est déjà une expérience personnelle. Voilà. Mais en fait, quand on parlait d'expérience personnelle, ce n'est pas que vous soyez enfant et être éduqué par un parent. Mais est-ce que c'est votre entourage, c'est la manière dont vous avez éduqué vos enfants, c'est ça que vous avez transféré dans l'ouvrage? Vous avez déjà pratiqué ce qui est dans l'ouvrage, c'est de ça que... Oui, j'ai déjà pratiqué ça. Je pratique ça avec mes enfants. Oui. Et c'est pour ça que ça a été facile pour moi de l'écrire. Et le résultat? Le résultat aujourd'hui avec mes enfants, c'est que nous parlons sans tabou. D'accord. Et de la manière la plus simple possible. Et je crois que les enfants ont confiance en moi. Et puis, il n'y a pas de problème face à cela. Sans tabou. Donc, les parents ne seront pas effrayés par rapport à cet ouvrage-là? Non, 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 non. D'ailleurs, c'est abordé, et c'est un ouvrage qui a été écrit dans un dialecte très simple. Oui. Et c'est quand même un jeu qu'il faut s'y prêter. Okay. Oui. Alors, on ne va pas parler de tout l'ouvrage. On a juste donné quelques pistes de réflexion pour que les téléspectateurs puissent s'en approprier. Alors, un ouvrage qui est déjà dans les kiosques, je crois. On peut retrouver ça où, par exemple? On peut trouver ça dans les bibliothèques et aussi dans les bibliothèques à Cotonou et aux environs. Dans les bibliothèques, dans les librairies aussi? Oui, oui. Et aussi dans quelques écoles. Ok, dans les écoles. Un ouvrage à voir et à revoir absolument, à avoir dans sa bibliothèque, pas seulement pour orner la bibliothèque, mais pour l'utiliser. Parce que c'est un ouvrage. Il faut le lire pratique. Surtout. Hein. Il faut le lire. C'est un guide pratique, on va dire. Oui. Voilà. Les meilleures façons d'aborder la sexualité avec les enfants en famille. Adjoa Tchouchovi, Logosu, merci d'être passé. Alors, un numéro de téléphone peut-être avant de vous quitter, oui. Ok, le 01 47 03 39 39. D'accord. Oui. C'est noté. Merci et excellente journée à vous. Merci. À présent, Patrick Diossou, on va retrouver notre chère Carmen, hein? Notre chère Carmen Toudonou qui est avec nous ce matin et avec elle on va parler d'un événement, n'est-ce pas? Oui, un événement. La Reine des Sœurs. La Reine des Sœurs, c'est un événement fait avec le collectif des sœurs ou le collectif Sororité Chérie. J'y arrive. Sororité Chérie. Et ce collectif est constitué de beaucoup de femmes. C'est parti d'abord de 8 femmes pendant un 8 mars. Ensuite, ça s'est élargi à une trentaine de femmes, des femmes d'ici et d'ailleurs. De toute façon, Carmen... On aura des détails dans un instant. Avant Carmen, Patrick Diossou, je pense qu'on va parler de ce championnat mondial de cuisine. Oui. Le temps que Carmen nous retrouve, elle se fait un peu pomponne et il faut qu'elle soit... Voilà, allez. C'est une grande dame, hein, et comme toutes les grandes dames, il faut qu'elle soit bien apprêtée. Allez, on parle donc du championnat mondial de cuisine avec Ariel Kiki, qui est restauratrice. Elle est avec nous. Venez, madame, s'il vous plaît. On n'a même pas besoin de la présenter, ça se voit. Hein. Ça se voit. Il n'y a qu'à voir son habillement pour savoir que c'est une chef que nous avons l'honneur d'avoir ce matin. Ariel Kiki, bonjour. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Je vais super bien. Oui, et là au cou, sa médaille, la médaille d'or. Oh, bravo déjà, n'est-ce pas? Bravo, bravo. Médaille d'or reçue, pas ici, en Tunisie, et à Mamet. À Mamet. Oui. Ah, alors, bonjour, comment ça s'est passé? Ah ben, bonjour, cher journaliste. Oui. Ça s'est très bien passé. Et... je suis simplement heureuse et fière d'être passée à participer à ce concours. À ce plateau, d'accord. Le championnat mondial de cuisine, racontez-nous un peu votre expérience. Vous êtes sorti
vainqueur, n'est-ce pas? Oui, je suis sortie vainqueur. De cette compétition. Vous étiez combien? Oh, nous étions 35 pays. 35 pays, d'accord. Et puis au Bénin, j'étais la seule participante. Ah, d'accord. Et comment ça s'est passé? Vous êtes parti du Bénin comment? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous puissiez partir? Et la participation pour le concours à partir du Bénin, est-ce que, puisque c'est de la cuisine, vous êtes parti en envoyant déjà vos mails là-bas ou bien comment ça s'est passé? D'abord, j'ai participé à un festival ici au Bénin, un festival culinaire, FENOU, qui est un festival de cuisine. D'accord. Et puis, j'ai été promue pendant ce festival, parce que je suis aussi promotrice des liqueurs ici au Bénin. Après ça, j'ai été ambassadrice, j'ai été nommée ambassadrice d'Africa Gastronomie. Wow. C'est l'une de nos associations ici au Bénin. D'accord. Et c'est à cette base que j'ai été invitée par la Tunisie, le concours de Tunisie, où j'ai été représenter le Bénin. Mais étant donné que notre association n'est pas bien assise, bien connue, il a fallu que je voyage à mes propres frais et que j'aille là-bas. Une fois sur place, il a fallu que nous déboursions encore de l'argent pour présenter les plats de chez nous, et ce qui m'a amené à remporter cette médaille. Les ingrédients sont partis d'ici ou bien? Les ingrédients sont partis du Bénin, parce que pour chaque pays, on ne peut pas nous fournir des ingrédients parce que chaque pays a sa culture, donc il fallait déporter la culture. Et quel est le mets que vous avez quels sont les mets que vous avez mis en avant là-bas? J'ai présenté du moi-moi. Le moi-moi, ça donne envie déjà. Miam, miam. J'ai aussi présenté le couscous. Le couscous, d'accord. De patates douces, qui est une innovation ici au Bénin. Et aussi du tapioca chuté, qui est l'une de mes créations. D'accord, le tapioca chuté. Comment on chute le tapioca? Ça donne envie déjà de... Ah oui, c'est un tapioca qui est assez tamisé, assez riche et assez mixé. Donc, la façon dont il est fait, il est vraiment chuté et donne envie de le prendre encore et encore. Et vous avez su vraiment tirer votre épingle du jeu. Franchement, sortir gagnante d'une compétition de plus de 32 pays, c'est pas évident. C'était pas gagné d'avance, j'imagine. Du tout pas. Ouais. Et c'est là qu'on comprend qu'au Bénin, on n'a que des ressources, que de la richesse et qu'on ne peut que les transmettre. Lors de ce concours, j'ai pu classer mon pays en 7e position sur tous les autres pays. Et j'en suis bien fière. Donc, c'est un concours mondial, on le rappelle. Oui, c'est un concours mondial. Ok. Oui. Donc, 7e, le Bénin, 7e sur le plan mondial. Oui. Par rapport à l'art culinaire, par rapport à l'art gastronomique. Oui. Et vous avez réussi. Et ça, c'est Ariel Kiki qui a réussi à faire cette prouesse. Mais Ariel Kiki n'était pas au sud. Je pensais qu'elle était au nord. Ariel Kiki est partout. Je suis au nord et je suis en même temps au sud. Ah, ok. Donc, c'est en descendant du nord que vous avez pris le départ? Non, ça fait un moment que je suis maintenant à Cotonou. À Cotonou. Donc, du coup, c'est de Cotonou, tout est parti. Super. Allez, Patrick, ne dit plus Ariel Kiki, on dit chef. Ah, oui. Chef Ariel Kiki. Voilà, chef Ariel Kiki. Bravo, bravo, bravo. Je pense que on viendra peut-être, on viendra tourner prendre les images, voir un peu comment tout cela se passe dans votre cuisine, et surtout découvrir le couscous à la patate douce, J'ai bien envie. Il faut qu'on fasse un sujet là-dessus, Patrick Diosso. Ouais. Ça mérite un détour. Oui, le tapioca chuté. Oui. Bon, enfin, je voudrais atteindre cette chute-là. Ce sera avec plaisir que je vous recevrai. Merci, chef Ariel Kiki. Bon courage à vous. Bravo pour cette médaille. Merci en tout cas.
d'avoir représenté aussi vaillamment le Bénin. Vous êtes une fierté béninoise. Hommage à vous ce matin. Merci. Le mois de mars, c'est le mois des femmes. Oui. Et nous rendons hommage sur ce plateau à toutes ces femmes qui permettent au Bénin de briller ici et ailleurs. Merci beaucoup. Ariel Kiki. Merci à vous. Et elle est coachée aussi par la professeure Azan Djemé. Oui, Azan Djemé. Oui. D'accord. À qui nous disons aussi bonjour ce matin. Merci, chef Ariel Kiki. Alors, Patrick Diossou, à présent, on va parler de sororité. Oui. Et quand on dit sororité, on sait d'office que c'est Carmen Toudonou. Carmen, venez avec nous, s'il vous plaît. Elle est conceptrice donc du collectif Sororité Chérie, avec le collectif Sororité Chérie. Oui. On parle donc de cet événement à venir, n'est-ce pas? Un événement à venir qui fait recours au 8 mars. Et si mes souvenirs sont bons, chaque 8 mars, il y a toujours quelque chose qui sort. En général. Oui, il faut dire que c'est ça, hein, c'est ça qui fait la spécificité de Carmen. Elle est très créative, franchement. Elle n'est jamais sur place, elle a toujours une petite idée. Et franchement, bravo Carmen, franchement. Non, c'est sérieux en plus. Hein. C'est sérieux. Allez, merci d'être avec nous ce matin. Merci. Patrick Diossou. Oui, alors c'est une opération qui aura lieu demain. Oui. Demain, samedi. 8 mars. Samedi 8 mars. Oui. Et c'est à Cotonou. Oui. D'abord, sororité chérie, rappelez-nous cette idée, ce départ de choses, sororité chérie, estrogène pour atteindre sororité chérie. Tout à fait, vous avez une très bonne mémoire. C'est vrai. En 2021, nous avons publié Estrogène. C'était un livre que j'ai coordonné, un recueil de poèmes, je peux le dire, un livre de poésie écrit par 8 femmes pour commémorer la fête des femmes, la journée des droits des femmes. C'est sorti le 8 mars. Le 8 mars 2021. Je pense que j'étais ici pour en parler. Oui, exactement. Et une année après, donc en 2022, nous avons commis ce recueil Sororité Chérie. Et de 8, nous sommes passés à 32 femmes pour l'écriture de cet ouvrage que j'ai aussi coordonné, qui avait été présenté le 8 mars, d'abord président de l'Assemblée nationale et ensuite au public à Cotonou. Donc là, nous sommes à 3 années après la présentation de ce livre et nous nous sommes dit pourquoi ne pas nous retrouver, faire une sorte de bilan, discuter aussi de ce que devient ce concept de sororité que nous avons lancé il y a 3 ans. Et puis fêter autrement le 8 mars. C'est un peu l'idée qui a sous-tendu l'organisation de cette séance intitulée La Reine des Sœurs. Oui, et auquel les hommes aussi, les frères sont conviés, bien entendu. J'allais poser la question en fait. Sororité, donc fraternité aussi. Exactement. Oui, mais est-ce qu'on peut avoir déjà quelques petites idées par rapport au programme de demain ou bien c'est Alors, en fait, c'est un programme très allégé. Nous serons sur place pendant les 4 heures de temps que va durer cette séance. Et donc, l'idée, c'est vraiment que le public passe, discute avec nous, achète le livre ou pas, et se le fasse dédicacer. C'est juste ça. Et puis, nous les autrices, certaines seront sur place aussi, et nous pourrons aussi discuter entre nous tranquillement. Sur les 32, on pourra avoir la moitié. Ce n'est pas évident qu'on ait la moitié, mais on aura quand même un certain nombre. Ok. Parce que 32... Déjà, il y a une grande partie qui n'est pas au Bénin. Il y a beaucoup d'autrices qui ne sont pas au Bénin. Je rappelle que c'est quand même 21 Béninoises, dont certaines ne vivent pas au Bénin. Il y avait aussi 3 Camerounaises, 2 Ivoiriennes, 2 Françaises, une Malienne, une Togolaise, une Canadienne et une Suissesse. Oui, ça... Voilà. C'est carrément un melting pot international. Oui, un melting pot. Oui, mais lorsque vous faites vous-même déjà le bilan, entre la sortie de sororité et maintenant, est-ce que vous avez senti qu'il y a eu un changement dans l'appréciation des hommes, les hommes dans cette ambiance-là où on vous regarde? Est-ce que quelque chose a changé? Oui, je pense que le mérite du livre, c'est de pouvoir poser des débats. Je pense que c'est la vocation de tout livre, pouvoir créer un débat. Tout à l'heure, vous parliez de l'éducation
des enfants, l'éducation sexuelle des enfants. C'est une question dont on n'aurait pas parlé ce matin si Madame n'avait pas écrit cet ouvrage. Donc je crois que c'est le mérite du livre. Et notre ouvrage a pu poser ce débat. On en a parlé pendant longtemps. Même si tout le monde n'adhère pas à l'idée qui sous-tend l'écriture, on en a quand même beaucoup parlé et on va encore en parler. Et en temps aussi, nous avons écrit un manifeste, je crois que c'était une année après la publication du livre, un manifeste des sorores pour un peu dénoncer le regard négatif de la société sur les femmes, y compris de la part des femmes, mais aussi très souvent de la part des hommes. Oui, parce que les femmes elles-mêmes ne se font pas de cadeaux. Pas toujours, pas tout le temps, mais cela arrive. Nous ne sommes pas en train d'être dans un manichéisme homme-femme pour dire les hommes sont mauvais, les femmes sont très bonnes. Nous sommes tous des êtres humains, nous sommes perfectibles. Et nous voulons vraiment qu'il y ait cette discussion pour aller au fond des thématiques et ne pas rester superficiel. Donc c'est aussi ça l'idée de la Reine des Sœurs, pouvoir prendre le temps de discuter sans se prendre la tête, mais vraiment aller au fond des questions dont on ne parle pas tous les jours. Ok, alors 2 questions. When, where, la Reine des Sœurs, c'est où et c'est quand? Alors cela aura lieu demain, samedi 8 mars, à Cotonou, dans un restaurant qui s'appelle Le Patio. D'accord. Voilà, et ce sera à partir de 15h. Donc de 15h à 19h. Si vous avez un créneau, vous pouvez passer. Je sais déjà que Patrick va passer, je sais que Rachida va passer. Mais j'invite aussi tout le public à faire un tour. Le Patio, c'est vers où? Enfin, c'est la Oh mon Dieu. Oui, c'est vers l'église Saint-Michel. C'est non loin de l'église Saint-Michel. C'est dans la... Vous voyez la voie qui va vers le Kabouma, en face de l'église. C'est la 2e rue à gauche. D'accord, c'est bien indiqué. 2e rue à gauche, en face de la voie qui va vers Kabouma et qui passe directement, qui fait face à l'église Saint-Michel. Oui. C'est un rendez-vous à ne surtout pas rater. Et puis, si vous le permettez, j'ai dédicacé au nom du collectif 2 exemplaires du livre. Vous devinez très bien que le premier exemplaire, à tout seigneur, tout honneur, va à la directrice générale. Angela Kéré-Bourreau. Voilà, pour lui souhaiter la bienvenue. Nos voeux, nos voeux sororaux de bienvenue et de bonne réussite de sa mission. Merci. Donc je vous confie cet exemplaire pour elle. Merci beaucoup. Merci, et Carmen Toudonou. Il y a un exemplaire pour une femme spéciale, Rachida Biomaman, qui n'arrête pas de nous soutenir, qui est toujours à nos côtés. Et voilà, il y a cet exemplaire pour vous. Vous êtes, avant d'être tout ce que vous êtes aujourd'hui, parce que si je me mets à citer, on n'en finirait pas. Vous êtes avant tout journaliste. Tout à fait. Vous êtes avant tout journaliste. Vous êtes une consoeur pour qui nous avons beaucoup d'admiration pour ce que vous réussissez à faire. Franchement, c'est pas donné. Hein, elle est la preuve vivante que le journalisme, c'est un métier transversal. Tout à fait. Comme disait Zola, il y a une citation qui est attribuée à Zola, le journalisme mène à tout. Voilà, exactement. À condition de pouvoir en sortir. Exactement. Merci Carmen Toudonou. Excellent matin. Tous donc, on va rappeler le lieu rapidement. Le Patio, oui. D'accord. Demain à partir de 15h. Merci, on y sera pour vous soutenir. D'accord. Allez, Patrick Yossou, oui. Oui. Je crois qu'avec la complicité de la régie, on a une petite vidéo qui rend hommage à toutes les femmes et par une autre femme. Donc nous allons suivre pour cet hommage à toutes les femmes qui sont des femmes singulières mais plurielles. Plurielles dans leur manière de voir le monde, plurielles dans leur manière de faire, dans leur manière de rendre compte du monde, dans leur manière d'aider tous ceux qui sont autour d'eux. Et ça, c'est une femme singulière et plurielle. Une image rare sous les tropiques. Une femme en train de coiffer un homme. Une image encore plus rare. Cette femme n'est pas coiffeuse de profession. Elle est journaliste, écrivaine. La coiffure homme faite grâce à une formation sur des têtes fraternelles. J'ai 6 frères. Donc je n'aimais pas les voir traîner chez les coiffeurs.
Et donc, je m'amusais à les coiffer. Le client n'est rien d'autre que l'homme de la maison. Je n'aime pas le voir aller chez un coiffeur. C'est vrai que je n'ai pas de tondeuse, je n'ai pas reçu non plus de formation, mais je me débrouille avec les moyens de bord, comme on le dit. Et voilà ce que ça donne. Il n'a même plus envie d'aller se coiffer au dehors. Puis il se dit, il y a quelque chose qui manque, ou bien c'est pas bien. Quand je vais chez un coiffeur, il y a toujours ce sentiment de est-ce que c'est bien fait, est-ce que ce n'est pas bien fait? La première fois que j'ai vu la coiffure de M. Jossou, je lui ai dit, ah, M. Jossou, vous avez une belle coiffure, hein? Qui est votre coiffeur? Il m'a répondu, c'est ma femme qui me coiffe. Et du coup, je le coiffe quand je sais que je dois bouger, je dois être très occupée sur un mois. J'essaye de tailler à ras. J'ai eu l'occasion de les rencontrer. Par chance pour moi, j'ai vu M. Jossou dans les jambes de Mme Jossou et elle est en train de coiffer son homme avec soin. Vous êtes coiffeur? Elle me dit non, qu'elle est coiffeur de son homme. Et je lui ai posé la question si ça ne l'attend pas un jour d'ouvrir un salon de coiffure. Elle m'a dit non, qu'elle ne veut pas en faire un métier. Quand madame me coiffe, je suis aux anges. Il y a une certaine douceur dans ses doigts qu'on ne peut pas retrouver chez un coiffeur naturellement. Et naturellement, cette douceur de doigts sert à tresser et à natter des têtes féminines. Cette coiffure d'âme apprise sur le tas. La fille tressée va rarement dans un salon de coiffure. Cette maîtresse de maison a des doigts qui malassent aussi des ingrédients pour fabriquer du savon. Une activité débutée après une formation. Il y avait une Française qui était venue donner des cours de cosmétiques, de fabrication de savon selon les types de peau, ainsi de suite. Et je me suis dit, je ne perds rien puisque je suis là. J'ai juste fait 1 ou 2 jours par là. Modéliste aussi. Ses tenues traditionnelles et les habits africains de toute sa famille, elle les conçoit elle-même. C'est un faux agbada en fait. Voilà, le tissu, ça fait un modèle 2 tons. Vous voyez, c'est pas agbada réel, c'est un faux agbada. Donc de loin, on va penser que c'est un agbada. Une tenue, je crois, des régions Nago ou Yoruba. Coach matrimonial, nubile et juvénile, actrice culturelle, mannequin. Judith Bernice Adivignon est une écrivaine polyvalente. Femme, Judith Berne, femme. Je suis fière d'être femme. Je le réclame, je le déclame, je le proclame et je l'acclame. C'est une poétesse. Mon premier ouvrage, c'est un recueil de poèmes, 41 poèmes. Le titre, c'est Si seulement. Et après ça, j'ai eu à écrire beaucoup d'autres, des anthologies avec d'autres auteurs. C'est une romancière. Benyomo, que j'ai lancé en 2020. C'est une nouvelliste. Juste après, il y a eu Oestrogène, écrit avec 7 autres autrices à travers le monde, mais lancé le 8 mars 2021. Ceci, c'est la nouveauté. Nous l'avons écrit avec 31 autres autrice, présentée toujours le 8 mars. Le titre c'est Sororité chérie. Une écrivaine qui touche à tout et qui touche à tous les atouts de la femme aux 1000 bras. Judith Bernice, la femme plurielle, singulière et plurielle, c'est bien ça. Oui. Et c'est un bon élément en tout cas. Ça démontre combien elle est multitâche aussi, oui, hein, n'est-ce pas? Multitâche, ouais. Oui. Elle est multitâche. Et on lui rend hommage ce matin. C'est hommage à toutes les femmes. Exactement. Et les femmes aux 1000 bras, qui font beaucoup de choses à la fois. Et on ne peut pas quantifier, on ne peut pas payer ce qu'une femme fait à la maison. Exactement. Le débat, c'est dans un instant. Avant, on va parler d'un événement. Patrick Jossou, on va parler de la marche avec Jésus, le Messie. Nous en sommes déjà à la 3e
édition on en parle avec le président du comité d'organisation, Kouagou Habib. Bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors vous êtes avec Bonaventure Lokossou, il est le responsable à la communication. Alors la marche avec Jésus, le Messie, c'est prévu pour le samedi 15 mars, n'est-ce pas? Le samedi 15 mars 2025. 2025. Dans la commune d'Aboumé-Calavi. C'est déjà la 3e édition, ça va très vite, hein? Oui. N'est-ce pas? Oui, ça va très vite. On dit il n'y a jamais 203, il fallait que la 3e édition ait lieu. Et nous avons choisi cette année la faire à Calavi, sur le tronçon de la RNI 1 à partir du carrefour pavé Kérékou. Carrefour Aconville et le terminus mairie d'Aboumé-Calavi. D'accord. Et le rassemblement est prévu pour 6 heures et la marche va se dérouler durant tout ce trajet-là jusqu'à terminer à la mairie d'Aboumé-Calavi. Très bien. Alors, Bonaventure Lokossou, c'est quoi la marche avec Jésus le Messie? La marche avec Jésus le Messie, c'est une marche sportive qui permet à tout un chacun de se défouler et puis de travailler son corps pour sa bonne santé. D'accord. Et c'est une marche qui réunit vraiment pas mal de monde, hein, Patrick Diossou. On sent l'engouement autour de cet événement. Et j'imagine que, regardez les images, elles sont très parlantes, il faut le dire en tout cas. Alors, comment ça va se passer le samedi 15 mars? Le samedi 15 mars, pour toutes les personnes désirées prendre part à cette marche, elles viendront sur le lieu de rassemblement. Et nous avons des autorités compétentes, des structures compétentes qui sont chargées de cadrer la marche. La marche va commencer à 6 heures et tous ceux qui seront là auront droit à un t-shirt et une casquette couleur blanche. Et nous allons ensemble marcher. Dans l'intention de transpirer pour faire du sport, pour pouvoir entretenir notre corps. Parce que le corps est le temple du Saint-Esprit et il faut que le corps soit en bonne santé pour que le Saint-Esprit puisse opérer en lui. Alors, venir à cette marche, c'est marcher aux côtés de Jésus le Messie, c'est ça? Oui, c'est marcher à côté de Jésus le Messie parce qu'il est spirituellement présent. D'accord. Il est présent parce que n'importe où, à n'importe quel endroit où on appelle son nom, il est là. Et quand vous venez pour marcher avec lui, vous marchez à ses pas. Et quand vous marchez à ses pas, lui étant en bonne santé, étant spirituellement fort, étant fort dans tous les domaines, il fait en sorte que vous-même, dans les domaines dans lesquels vous êtes faible, que vous deveniez fort comme lui. D'accord. Alors, marche avec Jésus, je crois que tout le monde est invité. Que l'on soit chrétien ou que l'on ne le soit pas. Ou bien c'est seulement pour les chrétiens, ceux qui croient en Jésus. Si vous êtes une personne physique, résidant au Bénin, si vous êtes en mesure de faire du sport, que vous soyez blanc ou noir, que vous soyez gros ou gras, quel que soit votre âge, quelle que soit votre origine, quelle que soit la couleur de votre peau, quelle que soit votre dénomination religieuse, quelle que soit votre religion, musulman ou chrétien, vous êtes invité. Vous êtes invité à venir faire le sport. Alors, Bonaventure, vous nous dites tout cela rapidement, enfant? Oui. Oui, rapidement. au sport bleu et nous débobi nous mia bon le nom même mi azé tout l'heure d'autres beka nous content et mi oblo de au couton pour la main fille oblo de bon pour la main dion au calavising pour la main mi lo DJ dimbo mi non yo mele bise mi no da mele bise bo no wa temo koton me bono zunzoni bono jede mi non blo di nous yo voyons kilomètres et à temps si on les bon mon quand on dit domaine au grand temetemele yi kanu wa bono jango domi boni do tagbadima demeo le clément de mi amlo clavio mi na mbesi o pavé Kérékou bona wa fodo mairie au fine. D'accord. Bon mais kana wala bisisi yo
et tout teni ben un t-shirt podo azemi ko edion ko. Et na chena we kaka au do hobi et faut rappeler l'heure. Merci gaizeme zaza. Bona zonio siko wa yo meri kalavito. Gaizeme pepepe kabi. Et chena que les gens viennent un peu plus tôt que 6 heures. Oui. Le rassemblement est terminé à 6 heures. Le rassemblement est terminé pour 6 heures. D'accord. Okay. Merci, Kouagou Habib, oui. Oui, je voudrais ajouter les numéros par lesquels les gens peuvent nous contacter pour pouvoir s'enregistrer, pour avoir des t-shirts. Il y a le premier numéro, le 01 51 87 87 87. Wow. Le deuxième numéro, le 01 97 08 111 et 113. Et la particularité pour cette édition, c'est qu'il y aura la présence de plusieurs autorités politiques et des membres du gouvernement aussi. D'accord. Merci. 3e édition de la marche avec Jésus le Messie. C'est pour le samedi 15 mars. Ça va se passer dans la commune d'Abomey, Calavi. On prend tous le rendez-vous. C'est l'occasion pour nous de brûler un peu de graisse, hein, Patrick Diosso. On en a besoin. Voilà, allez, tous... on prend tous le rendez-vous déjà, c'est calé, Patrick? Oui. Donc après Cotonou, il y a eu Porto Novo, ensuite c'est le tour de Abomey. L'année prochaine, ce serait Basila. Ce sera Basila ou chez moi là-bas à Kalalé, pourquoi pas. Allez, merci à vous, chers organisateurs. Ça, c'est mon t-shirt. Oui, ça, c'est votre t-shirt. Allez, merci à vous. Il ne reste que celui de Patrick Diosso, mais on le verra après. Allez. Honneur aux femmes. Merci. Merci à vous. Et donc, honneur aux femmes, vous l'avez dit, demain, c'est le 8 mars. Hein. Le 8 mars 2025, c'est la journée internationale des droits des femmes. On va écouter cette chanson. Teriba Aya, c'est une chanson que j'aime bien, assez rythmée et le texte est assez profond. Allez, c'est pour vous, mesdames. Merci de nous retrouver sur le forum de discussion de ce matin. Alors, le milieu de l'art et de la culture est, quoi qu'on dise, hein, encore dominé par les hommes. Selon certaines études, les femmes y seraient moins nombreuses. Comment elles s'en sortent dans ce milieu? Vivent-elles des inégalités? On en parle avec 3 grandes dames sur ce plateau. Je pèse bien mes mots. Nous avons ce matin Christiane Chabi Kao. Bonjour. Bonjour. Scénariste et réalisatrice de cinéma. Et c'est elle qui a créé, si vous ne le savez surtout pas, hein, la série Apparence, hein, que nous avons tous aimé, adoré. Merci Christiane Chabi Kao. Hommage à vous ce matin. Merci. Juste à côté de vous, Carole Lokossou, femme plurielle. Elle est actrice, elle est danseuse, il y a tellement de choses qu'on pourrait dire sur vous. Carole Lokossou, merci d'être avec nous ce matin. Le plaisir est pour moi. Puis le 3e invité, charmante dame, belle voix, puissante, énergique, Tatiana Arissou. Merci également d'être avec nous sur ce plateau. Alors, vous êtes des femmes de l'art. Des femmes de l'art, Madame Chabi Kao. Comment on peut apprécier aujourd'hui la place de la femme dans les arts au Bénin? Je sais que c'est une grosse question. C'est une oui. C'est une très grosse question, oui. très, très difficile. Mais ce que je peux dire, c'est que on n'a pas encore une véritable place. Ouais. D'accord. On continue de se battre pour trouver la façon de se positionner dans ce monde qui, effectivement, est très, très masculin, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Vous n'avez pas une véritable place, mais vous n'êtes pas inexistante. Non, non, justement, c'est pour ça qu'on se bat. Ouais. Mais je pense que ce qui est compliqué, c'est qu'il faut utiliser les mêmes armes que les hommes. Et ça, toutes les femmes n'ont pas cette sensibilité-là d'aller donc au front et de se battre. À un moment, ça devient très, très difficile. D'accord. Carole Lokossou, c'est dur, c'est difficile de trouver sa place dans ce milieu quasi masculin? À votre avis? Ouais. Vous savez, moi, j'ai toujours dit une chose.
celui qui a le pouvoir, on ne peut pas lui demander de le lâcher. Il faut aller le chercher. Ça s'arrache. Ça s'arrache le pouvoir. Et ce que nous avons comme force, en plus du pouvoir, c'est la puissance. Et c'est ça que je crois qu'à un moment, les hommes ont sous-estimé. Et là, comme l'a dit ma grande sœur, on se bat pour prendre la place. Mais moi, j'ai complètement foi. Parce qu'en plus de la puissance, nous allons chercher le pouvoir. D'accord. Et quand ça va être, ça va être. Et grâce à des femmes comme Christiane Tchabi-Kao, dans le milieu du cinéma, nous sommes en train d'avoir des histoires de femmes qui, vous savez, le cinéma refait la pensée chez l'être humain. Et donc, avec des histoires pareilles qui passent à l'écran, forcément, nous allons jouer sur les paradigmes et les paramètres de la perception de la femme, aussi bien dans notre métier que de façon plus générale. Donc, forcément, j'ai peut-être le beau rôle, mais je suis beaucoup plus confiante parce que, voilà, ce n'est pas forcément moi qui vais au front pour aller chercher, mais même là où je suis, c'est la bataille tous les jours. Et dans mon mindset, je sais que celui qui a le pouvoir ne le donne pas. Donc je pars en conquérante, je pars en arracheuse, et j'y laisse des plumes. Et c'est de bonne guerre. Voilà. C'est comme dans tous les univers, dans tous les milieux d'ailleurs. Alors, Tatiana Arisso, c'est aussi difficile, c'est aussi compliqué de trouver sa place dans ce milieu. Oh, je pense qu'on dit que le lion est le roi de la forêt, mais tant qu'il n'y aura pas un autre son de cloche, on ne saura pas quelle est la vraie histoire. Et je pense que plus il y a de femmes, plus on peut porter la voix, plus ça peut fonctionner, plus on peut s'imposer, plus on peut avoir les moyens de nous exprimer. Et je pense que vivement qu'il y ait beaucoup plus de femmes qui impactent, qui soient vraiment, comment je vais dire, de vrais lions. Parce qu'en fait, on en a besoin. Même le lion qui est le roi est fait par une lionne. Il n'aurait pas été conçu par une lionne que jamais ne serait un lion. Et donc, il faudra vraiment que les femmes aient conscience que se taire et ne rien faire et ne rien dire, il y en a assez. Il faut pouvoir prendre les devants des choses. Il y a une place à prendre, il faut l'occuper. D'accord. Alors, Tchabi-Kao, Christiane, manifestement, il y a des inégalités. Qu'est-ce que vous vivez qui rend si difficile l'exercice de ce métier, par exemple? Quand je prends le cinéma, votre cœur de métier, qu'est-ce qui fait que c'est difficile d'exercer en tant que femme? Alors moi, par exemple, je suis productrice. Et je suis l'une des rares productrices. C'est un métier très, très masculin parmi tous les métiers du cinéma. Et il faut aller chercher du financement, il faut postuler, répondre à des appels d'offres, il faut faire les couloirs dans les institutions internationales, dans les ministères et tout ça. Et ce qui rend la chose inégale, c'est que voilà, un homme, il est plus enclin à favoriser son camarade d'école, son camarade, voilà, et quelqu'un avec qui il va avoir plus d'affinité que moi, par exemple. Donc, c'est très compliqué, effectivement, quand on est femme, disons, sans faire de compromission, d'y arriver. Ce qui fait qu'on met plus de temps, que les hommes, parce qu'on va nous demander d'être plus compétentes, on va nous demander d'être plus conciliantes, on va nous demander on nous taxe toujours d'être caractériel quand on commence à taper du poing sur la table. On dit, qu'est-ce qu'il lui prend? Elle est caractérielle. Non. Alors que quand un homme tape du poing sur la table, on prête attention, on se dit, il y a quelque chose qui se passe, qu'est-ce qu'il y a? Nous, tout de suite, c'est, non, celle-là, elle fait trop d'histoire, c'est une bagarreuse. Et tous ces clichés, tous ces stéréotypes-là qui nous collent à la peau font que, à des moments, on est un peu réticente à ouvrir des portes. Mais c'est le courage qui fait qu'on y va et qu'on continue donc à se battre, quoi. Quand je vous écoute, j'ai le sentiment que
il faut vraiment beaucoup de détermination. Il faut vraiment beaucoup de patience aussi à la base, parce que finalement, on a vite fait de lâcher prise, on a vite fait d'abandonner, n'est-ce pas, ses rêves, Carole Lokossou. Eh oui, parce que qu'on le veuille ou pas, on est femme. Ouais. Et après le travail, il y a la vie privée, il y a la vie de maman, il y a la perception de la famille, votre propre famille, la famille de votre conjoint. Il y a les enfants qui sont dans des écoles et qui sont beaucoup plus fragiles que nous. Et qui vivent mal parfois quand leur maman est taxée de légère, de facile, de trop devant. Ouais. Et donc, il y a pas mal de choses qui peuvent nous amener à lâcher. Mais moi, je dis toujours, on n'a pas le choix. On doit être focus. Il y a aussi et surtout des femmes comme nous qui ne vivent que par la validation du regard masculin et qui tapent plus fort que les hommes sur nous pour pouvoir passer pour les meilleurs. Et donc, quand on est au milieu de tout ça, lorsqu'on n'a pas une vision, lorsqu'on n'a pas aussi de vrais amis qui vous tiennent, lorsqu'on n'a pas de la sororité, de la vraie sororité qui vous porte, c'est pas facile. Moi, je ne juge jamais celle qui lâche, parce que je sais ce que c'est. D'accord. Mais j'encourage à ne pas lâcher. Christian Chabi-Kao, tout à l'heure en parlant, a évoqué la question des compromissions. Oui. On en parle? Oui, on en parle. Oui. Et les compromissions, je ne vais pas dire que je n'en ai pas fait, mais j'en ai fait qui n'ont pas touché à ma ligne de conduite. Et c'est le plus important, parce que le drame, c'est quoi? Les premières personnes à vous demander les compromissions seront les premières personnes à vous pointer du doigt quand ils... Parce que c'est à vous juger. À vous juger et à vous faire juger par les autres, parce que en vous demandant des compromissions, c'est pour pouvoir vous affaiblir afin de pouvoir vous éjecter. Vous savez, la marche vers le pouvoir, la marche vers le gain des marchés, la marche vers l'imposition de soi-même sur le terrain professionnel est une marche où tous les coups sont permis. Et lorsque les hommes et même les femmes se rendent compte que celle qui vient là, elle est forte dans la tête. Les coups en bas de la ceinture sont énormes. Et il faut être préparé à ça avant de commencer le travail. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je milite beaucoup pour le mentoring des jeunes filles et des jeunes femmes, pour qu'elles ne vivent plus finalement ce que nous avons déjà vécu. Et pour pouvoir le faire, il faut aussi beaucoup d'humilité et beaucoup de force intérieure, parce que celles qui viennent, elles sont convaincues qu'elles sont plus intelligentes. Et c'est normal, c'est la jeunesse. C'est vrai que ça fait rêver. Hein. Ce sont des métiers qui font rêver. Oui. On voit Carole Lokossou tenir des rôles incroyablement bien. On voit Tatiana Arissou qui est présente avec le groupe Teriba, bien entendu, sur la plupart des festivals. Elle voyage. On rêve, on a envie de faire comme Tatiana Arissou. Alors, quels sont les challenges auxquels vous vous êtes confrontés au quotidien, Tatiana Arissou? Je pense que quand on est femme, on a en soi toutes les ressources. Et le vrai challenge, c'est de pouvoir mettre en œuvre ces ressources que nous avons au bon moment, avec la bonne dose. Parce qu'en fait, lorsque vous décidez de faire quelque chose, quel que soit le type de métier que vous choisissez d'avoir, il y a ce qu'on appelle les 2%. Les 2%, c'est le talent. Et les 98%, c'est fait de travail, de compromission et plein d'autres choses encore. Et surtout la famille qui, pour moi, occupe quand même une grande place, une dizaine de pourcentage quand même. Parce que pourquoi? C'est important pour la femme, parce qu'elle porte en elle cette notion de famille, cette notion de force commune, tu vois. Elle porte ça en elle et c'est difficile pour elle de s'en détacher lorsqu'il faut qu'elle prenne les devants. Et donc, pour y arriver, je pense que la femme doit se dire une chose, elle a tout ce dont elle a besoin en elle. Il ne faut pas qu'elle soit assujettie au regard, trop au regard extérieur, qu'elle fasse le plus souvent
une introspection et qu'elle aille chercher au fond d'elle ce dont elle a réellement besoin. Parce qu'elle a la force comment je vais dire, la force matrice de générer. Comment je vais dire, elle met au monde. Pour moi, mettre au monde, c'est même assez légère. Pour ce que j'ai envie de dire, c'est pour dire qu'elle crée. Voilà, elle crée tout ce qu'elle a autour d'elle, c'est d'elle que tout émane. Donc, il faudrait qu'elle choisisse, en fait, son couloir et qu'elle s'en tienne à ce qu'elle a envie d'avoir. Et je pense que l'univers se mettra tout de suite en place pour que tout puisse se faire. Et donc, l'envie de devenir Teriba ou de devenir Carole Lokossou ou encore Madame Djabi peut venir à tout âge. Il faut savoir grandir de façon efficiente, efficace. Et donc, moi, je dis toujours, c'est une lionne qui fait des lions et des lionnes. Et donc, la femme aujourd'hui doit pouvoir se dire, je dois être une lionne, parce que sinon, cette société va accoucher que de chèvres. C'est clair. Alors, parlant des clichés, on vous taxe souvent, les femmes dans le milieu de l'art et de la culture, on vous taxe souvent, elle a dit, Carole Lokossou, d'être des femmes légères, d'être à la limite, excusez de peu l'expression, des prostituées, c'est-à-dire des femmes couche-toi là. On vous taxe. Alors, comment vous réussissez quand même à tenir dans cet univers, malgré ces stéréotypes, malgré ces clichés qui vous collent à la peau? On dit parfois, non, sérieusement. C'est vrai, non, parce que j'en ris parce qu'il vaut mieux en rire. Il y en a même qui taxent les femmes de l'art et de la culture d'être des femmes pas mariables du tout. Parce que tout simplement, ils voient en cette femme ce qu'elles ne seront pas, ce qu'ils ne seront peut-être jamais. Et ils voient en cette femme une lumière trop éblouissante pour qu'ils en fassent partie, pour qu'ils soient en dessous de cette lumière, pour qu'ils acceptent de se mettre à cette lumière-là. Et c'est normal, voyez-vous, c'est normal. C'est juste que, encore une fois, la femme doit avoir conscience de ce qu'elle est, de ce qu'elle représente. C'est des préjugés, vous pensez? Pour moi, il y a énormément de préjugés. Et je vous assure tout, le métier de l'art en particulier est une connexion avec le divin. Et lorsque vous êtes en connexion avec le divin, il faut faire hyper attention. Parce que vous êtes déjà en tant que femme, ce que vous représentez dans l'univers, et être encore en connexion avec le divin pour créer comme le divin, parce que vous êtes créateur, créatrice, comme le divin l'a été. Et ça, il faut il faut de la vertu. Il faut pouvoir s'élever à ce niveau. Et je pense que tout le monde sera d'accord avec moi que mœurs légères, tout ce qui va avec, la flèche est vers le bas. La flèche n'est pas vers le haut. Donc du coup, cela ne correspond en rien à ce qu'une femme dans l'art peut être en réalité. Si tant est qu'elle a envie de faire carrière, si tant est qu'elle a envie d'exister, de continuer à exister dans le temps et de continuer à créer, elle ne peut pas. C'est comme c'est-à-dire que si jamais tu fais des choses qui ne se cadrent pas avec cette onction, avec cette force, puissance créatrice, tu ne seras pas comme... Je ne vous coupe pas, mais ça reste des paroles, ce que vous dites. On a notre aînée Chabi Kao Christiane qui est là. La vérité est que il y a quand même des femmes qui veulent aller vite. Il y a des femmes qui veulent vite réussir et qui, malheureusement, à cause de leur comportement, jettent de l'opprobre sur des métiers, on va dire, des métiers vraiment nobles. Christiane Chabi Kao, il y a des femmes qui se laissent faire. Il y a des femmes même qui provoquent ça pour aller très vite. C'est une réalité. Ne le nions pas aussi. Oui, en fait, moi, je pense que c'est un mauvais procès qu'on fait aux femmes de l'art. Parce que moi, je n'ai pas commencé par le milieu de l'art. J'ai commencé par le milieu des affaires. J'ai travaillé dans des grosses boîtes. Je peux vous assurer que celles qui couchent le plus ne sont pas dans le milieu de l'art. C'est une question de tempérament, c'est une question d'éducation, c'est une question de dignité. Comme tout être humain, je dis, on est des femmes, c'est vrai, mais on est des humains. On a des objectifs dans la vie et chacun choisit le chemin pour atteindre cet objectif-là, dans tous les domaines, aussi bien dans l'art que dans tous les autres domaines professionnels.
on choisit de façon sereine qu'on veut aller plus vite que la musique et on s'en donne les moyens. Il n'y a pas de jugement de valeur à ce niveau-là. On choisit qu'on veut aller avec dignité, on s'en donne aussi les moyens. Ça met plus de temps, mais moi j'ai mis 20 ans pour arriver là où je suis et je ne regrette pas. Parce que je peux regarder les gens droit dans les yeux en disant, voilà, j'ai fait ce qu'il fallait. Vous avez gravi les échelons, je suis tombée, je me suis relevée, voilà. Ouais. Mais on ne peut pas demander à tout le monde de faire pareil parce que chacun, comme je dis, a son tempérament, a son background, a son éducation, a sa perception de la vie. Donc c'était vraiment un faux procès. Mais c'est des clichés qui restent. Je me dis que je vois avec la jeune génération que c'est des clichés qui sont en train de s'éteindre tout doucement. Pourquoi? Parce que c'est d'abord les hommes de l'art qui ont véhiculé ces fausses rumeurs. Je peux vous assurer que sur le plateau de Apparence, les hommes et les femmes, ces jeunes-là avec qui on a travaillé, quand ils arrivaient par exemple à 23h et qu'ils travaillaient jusqu'à 8h, 9h du matin le lendemain, mais ils n'avaient pas le temps de se compter fleurette. Ils travaillaient à part égale, hommes et femmes, comme des malades. Et je vous assure qu'ils rentraient chez eux après, contents, fatigués et tout, et que ça n'allait pas au-delà. Donc, les temps changent, les mentalités changent, et l'éducation aussi que nous donnons à nos filles font que c'est très important, d'accord, de leur faire comprendre qu'elles sont libres. Moi, je dis, on ne porte pas de jugement de valeur. Elles sont libres de choisir le chemin qui leur convient dans la vie. Maintenant, si elles veulent affronter le regard de la société par rapport au chemin qu'elles ont choisi, c'est leur problème. D'accord. C'est leur conscience. Alors, Carole Lokossou, je vais vous poser une question vraiment directe. Hein. Est-ce qu'il est arrivé qu'un homme vous fasse des propositions, vous dise Carole Lokossou, ce rôle tu auras si tu couches avec moi? Est-ce qu'il est arrivé que ça arrive? Ben oui. D'accord. Ben oui, mais très peu. Très peu, peut-être 1 ou 2 fois dans toute ma carrière qui a plus de 30 ans. Très peu, parce que je dis aussi une chose, les hommes, excusez-moi du peu du terme, ils sont pas bêtes. Et ils ont leur niche. Et c'est rare qu'ils aiment l'échec. D'accord. pour dire qu'ils n'aiment pas l'échec. Ils observent. Ils savent à qui. Voilà. Exactement. Ouais. Donc, il y a, comme l'a dit ma grande sœur, qui sourit beaucoup, mais qui est quand même... Il y a des limites qu'on se met. Et les 2 fois où ça m'est arrivé, la première fois c'était direct franco, je l'ai fait asseoir, on a discuté, et il faut être intelligent aussi par rapport à la question. Il n'était pas parti pour être mon ami, mais en une journée j'en ai fait mon ami, et ça fait 25 ans que ça dure, on est toujours amis. Celui qui était parti pour, entre griffes, me mettre les bâtons dans les roues, est devenu jusqu'à aujourd'hui. Vous l'avez conscientisé. Exactement. Sans mettre les mots qui pourraient aussi le blesser. Et c'est ça qui est important. Lorsqu'on est femme et qu'on veut travailler dans un milieu de l'art où la matière première pour travailler, c'est l'humain, avec ses émotions, il faudrait apprendre aussi de façon parallèle comment... Il faut être fin stratège. Et comment, amener l'autre à ne pas devenir faible devant vous. La seconde personne, qui était beaucoup plus fort en matière d'aura et de puissance, a commencé... on était 2 sur le plateau, 2 femmes béninoises fortes, a commencé à faire ce travail de cassure. Voilà. Et au bout de 7 jours de travail, j'ai aussi attendu le moment le plus important de son travail pour lui dire « Écoute, je pars. Et je pars parce que voilà ce que tu fais, voilà. » J'ai jeté à la porte 2 millions comme ça, mais j'ai gardé ma paix du cœur et le respect de ce monsieur jusqu'à aujourd'hui. Et votre dignité. Et ma dignité, et surtout qu'après ce mouvement, la peur avait changé de camp. Complètement. Après, tout le monde n'a pas la même force. Je dis aux femmes qui sont dans le milieu, si vous ne voulez pas, ne prêtez pas le flanc.
Si vous ne voulez pas, ne prêtez pas le flanc. Et surtout, réfléchissez bien avant de rentrer dans le processus de « je vais séduire pour avoir de la place ». Parce que vous ne connaissez pas la force de frappe de celui que vous pensez faible et que vous voulez séduire. Je vois pourquoi on vous a confié le rôle de Tania. Tania, vraiment. Mais non, on m'a confié ce rôle parce que voilà, je non. Et puis vous, non, mais écoutez, vous l'incarnez bien en tout cas. Merci. Vous l'incarnez. Alors, et vous, Tatiana? Bon, je pense que... Est-ce qu'il y a eu des propositions indécentes parce que c'est un milieu, dans ce milieu, forcément, vous côtoyez au quotidien des hommes. Oui. Des hommes puissants, des hommes qui ont le pouvoir financier, qui ont le gen, merci, qui ont qui peuvent changer votre vie du tout au tout. Comment on fait? Oui, parce qu'avec l'argent, j'adore ça. Je peux changer ta vie. Ça, c'est le premier argument complètement. Voilà. Elle dit, je peux changer ta vie, je peux. Mais en fait, ma vie n'est pas. Elle est belle comme elle est, et je la construis au jour le jour. Je mets pierre sur pierre, et je sais et j'en suis consciente que ce n'est pas d'une baguette magique que j'ai besoin. Et c'est ce qu'il propose très souvent. Et je ne sais même pas dans quelle dimension ils peuvent opérer, jusqu'où ils peuvent aller. Et donc, comme Madame Chabi l'a dit, comme Carole l'a si bien dit, il faut avoir des objectifs et il faut pouvoir se dire, je veux me donner les moyens de ce que j'ai à faire. Et à ce moment-là, on fait attention et surtout avoir la tête sur les épaules, parce que quand tu penses l'autre faible, quand tu pars dans la séduction, c'est que tu penses que l'autre est faible et que tu peux l'affaiblir davantage. Tu n'as aucune idée de sa puissance. Et c'est exactement comme ça que l'homme qui vient à toi cherche à t'affaiblir ou pense que tu serais faible sur ce point. Et c'est justement là peut-être qu'il rencontre une autre énergie plus puissante, plus forte, et là, il en prend une claque. Donc, ça va dans les deux sens. Et ça tient vraiment à sincèrement, c'est une question d'éducation. Pour la petite parenthèse, ma mère, elle était secrétaire. Ouais. Elle était secrétaire et elle était harcelée par ses patrons et tout. Et ce que je dis, ma mère, elle est décédée, ça fait 13 ans aujourd'hui, mais elle a été secrétaire et c'était dans les années 60-70. Et je me rappelais quand finalement, parce que la petite parenthèse encore, c'est que mon père et lui, ils travaillaient dans le même boulot, mais quand mon père a voulu faire ses avances, il a d'abord tâté le terrain. Pour moi, c'est un exemple qui m'est resté en tête tout le temps. Les hommes qui viennent à vous ne viennent jamais à vous sans avoir pris des informations sur vous. D'accord. Et si donc, vous êtes une cuisse légère, tout le monde veut en profiter. Tout le monde veut en profiter. Même si vous avez fait avec une personne et c'était vraiment de tout votre cœur, celui-là, il viendra, prendra exemple sur celui-ci, sur ce dernier, pensant qu'il peut avoir le même privilège. Et c'est comme ça, mon père a demandé... Et les gens lui disent, attends, cette fille-là, voilà. Et donc, on lui a déjà tout dit. Et c'est un témoignage que mon père et ma mère se rendaient mutuellement à la maison. C'est ce genre de choses, qui nous ont forgé, d'où la question de l'éducation par rapport aux filles que nous allons, en tant que femmes, avoir comme enfants, et par rapport aux garçons que nous allons également faire comme enfants. C'est important d'avoir une bonne éducation à la base. Merci pour ce débat vraiment très enrichissant. Les stéréotypes, c'est tous les jours, et c'est dans n'importe quel métier, mais il est important surtout d'avoir des femmes comme vous, n'est-ce pas, à un certain niveau, pour aussi lutter contre les droits, pour les droits des femmes. Une autre façon de raconter des histoires qui forcément font avancer ce combat, n'est-ce pas, Christiane Chabi-Kao? Oui, effectivement, je crois que une bonne partie des changements de mentalité, de paradigme, doit passer par les contenus que nous proposons donc à la population, et qui vont forger cette mentalité de jeunes filles qui arrivent et qui vont forcément choisir pour certaines d'entre elles les métiers de l'art et d'autres métiers aussi. Donc c'est très important qu'en plus de l'éducation à la maison, on puisse aussi les éduquer à travers les écrans de téléphone, la télévision et tout ça. Et ça nous incombe à nous, cette responsabilité de créer du contenu qui puisse leur faire voir d'autres choses que ce que nous, on a vécu.
Donc c'est très très important. Oui. Pour véhiculer une image plus positive de la femme, forte, voilà, une femme plus et forte. Et leur dire qu'il n'y a pas de raison qu'elles aient peur d'avoir de l'ambition. Ça aussi, on nous reproche ça beaucoup. Il n'y a pas de raison qu'elles aient peur d'avoir de l'ambition, qu'elles aient envie de réussir donc, aussi bien que les hommes, de faire aussi bien. Très bien. Merci à vous, mesdames. On va recevoir Nadège Sani sur ce plateau. On a posé une question aux téléspectateurs depuis ce matin. Afficher son ou sa partenaire, est-ce une preuve d'amour? Ils ont été quelques-uns à répondre à la question. Nadège Sani a recueilli les différents avis de nos internautes sur Facebook, Twitter également, WhatsApp. Bonjour Nadège. Bonjour à vous Rajidat. Alors, j'imagine qu'ils ont répondu, ils ont été nombreux, n'est-ce pas, à répondre à la question du jour. Je commence donc à dire merci à tous ces amis internautes qui ont quand même laissé des commentaires sur la question de ce jour. Wazaki, le vainqueur à Clinon, nous dit « Afficher son partenaire n'est pas une preuve d'amour. Un homme a doté sa fiancée et l'a abandonnée la semaine suivante. » Jean-Baptiste partage cet avis. Je pense qu'afficher son partenaire est juste une perte de temps et une manifestation de manque de confiance. Mathieu Sévérin estime que c'est une preuve d'amour et une façon de montrer à son partenaire sa fidélité. Mais prouver son amour ne se limite pas seulement à l'afficher. Gustave Lézé pense que pour certaines personnes, montrer publiquement leur relation peut être un signe de fierté et d'engagement, tandis que d'autres préfèrent préserver leur vie privée, estimant que l'amour ne nécessite pas d'être affiché pour être authentique. Pour Richmil Maoukele, afficher son partenaire sur les réseaux sociaux, c'est vraiment un risque. Et si l'objectif de départ n'est pas atteint? Farrell Keller, pour Farrell Keller, afficher son ou sa partenaire n'est pas une preuve d'amour. L'afficher attire aussi ce que nous pouvons appeler les mauvais regards. Il poursuit en disant, dans mon quartier, par exemple, les jeunes disent, affiche ta go et nous t'afficherons son vrai gars. Que Norm Mesmer pense qu'il faut le faire des fois pour éviter de perdre son temps. Selon lui, beaucoup de couples vivent dans l'hypocrisie, donc il faut rendre publique la relation pour connaître celui avec qui l'on est. Giorès Kevi estime que la preuve d'amour, c'est l'amour et la complicité entre les partenaires. Il poursuit en disant, on a vu sur la toile des photos postées avec des messages romantiques qui n'ont pas formé un couple après. Et pour finir, Modeste Nougloyi nous dit, demande à Canal+ de l'afficher pour toi. S'il doit te tromper, il le fera. D'accord. On a aussi tendu notre micro à quelques citoyens rencontrés ça et là dans les rues de Cotonou. Voici ce qu'ils en disent. Je dirais que c'est une preuve d'amour parce que cela va dans le sens où tu l'aimes. Et pendant que vous l'affichez en ce moment, tout le monde la voit étant Madame Tan. Du coup, je pense que c'est une preuve d'amour. Déjà, il faut avoir le cardio pour le faire. Et je pense que afficher sa relation sur les réseaux sociaux, c'est déjà assumer la relation. Mais généralement, si je dois prendre mon cas, et la plupart des relations que l'homme a affichées, j'ai eu gourmet. J'ai vraiment eu gourmet. Mais Dieu est grand. J'ai compris qu'il faut cacher souvent sa femme. Actuellement, je suis dans une relation cachée. Si tu n'as pas peur de t'afficher avec une femme, c'est que tu l'aimes. Mais ça ne veut pas dire aussi que si je cache, je ne l'aime pas. Je l'aime toujours. Je parle de mon expérience, je ne vais plus le faire. Tu n'as pas besoin d'afficher ta partenaire ou ton partenaire avant de lui prouver que tu aimes. Le reste, c'est dans les actes. Mais d'autres le postent juste pour bloquer la voie. Bon, je suis déjà en couple, ne venez plus trop me déranger. Peut-être le jour de ton anniversaire ou peut-être un jour spécial ou quand, voilà, ça peut arriver que je te poste. Mais pas tout le temps, voilà. Parce que pour moi, comme j'ai dit au début, un trésor, ça reste caché. Il ne faut pas afficher. Je ne suis pas trop pour parce que une relation, c'est entre deux personnes, c'est pas entre trois personnes.
Donc les autres n'ont pas besoin de savoir. Si je l'aime, c'est par mes actes et par mes actions qu'elle saura que je l'aime beaucoup. Pas en la postant un peu partout comme une publicité. Le fait de la poster un peu partout ne justifie pas mon amour pour elle. Aujourd'hui, les relations, c'est beaucoup plus dans l'acte. Sinon, les fanfaronnards, les racontars, il y en a plein. Je le déconseille parce que les hommes gâtent souvent ce qu'ils savent. Quand c'est secret, quand c'est caché, discret, ça peut pas être gâté. Voilà les avis de nos internautes. Christiane Chabikao, un mot là-dessus rapidement. Non, je suis d'accord pour la discrétion, non. La discrétion, on n'affiche pas. Non. Pas du tout. Carole Lokossou et vous? D'accord pour la discrétion conditionnelle. C'est-à-dire? C'est-à-dire dans les forats ou dans les endroits où ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Par contre, là où c'est important que tu affiches ton partenaire pour, pour affirmer aussi qui tu es et affirmer que tu es en couple, il faut le faire. Je pense. Et vous, Tatiana Arizo? Bon, je pense que c'est pour une bonne raison qu'il y a eu les publications de bancs à l'église. C'est parce qu'on dit, si quelqu'un a quelque chose à dire, que la personne le dise ou qu'il se taise à jamais. Sauf que ce n'est pas dans ce contexte, parce que, et tant que ce n'est pas dans ce contexte, je pense que ce n'est pas utile. D'accord. Nadège, et toi, rapidement? Je pense qu'il faut quand même afficher de temps en temps, pas tout le temps et pas pour marquer son territoire exactement, aussi, exactement, il faut marquer son territoire. Merci vraiment à vous, Christiane Chabikao, pour sortir du débat de ce matin. Quel conseil vous donnerez aux femmes qui veulent bien venir dans ce monde de l'art et de la culture? Je leur dirais, n'ayez pas peur. C'est très dur, c'est très compliqué, mais ayez un objectif et tenez-vous-en à cet objectif-là, vous allez y arriver. Très bien. On va vous recevoir sur un autre plateau pour parler de la question du financement. Oui, Carole Lokossou? Je dirais, ceux qui sont grands aujourd'hui ont reçu des coups et en reçoivent toujours. Ça fait 10 ans que discrètement ou ouvertement, le président de la République reçoit des pierres qu'on lui lance. Mais pour autant, il n'a pas dit je lâche le navire Bénin. Il n'a pas lâché le navire Bénin et pour autant, les routes n'arrêtent pas d'être construites. Il y a 5 ans, il y a 7 ans, il y a 8 ans, même avant lui, le président Soglo, on a dit pavé minandoua. Aujourd'hui, non seulement nous mangeons les pavés, mais nous mangeons l'asphaltage. Et nous sommes heureux de le manger. Donc ça veut dire quoi? Quand vous avez une vision, battez-vous pour arriver à bon port. Très bien. Ne regardez pas les chiens Tatiana, qui aboient le chemin. Je dirais pareil que Carole, je dirais simplement qu'il faut de la détermination, mais surtout savoir qu'il y aura des sacrifices à faire, ne pas se sacrifier au-delà des limites de l'indispensable, pouvoir préserver l'équilibre de soi, l'équilibre de l'univers avec soi, parce qu'une femme, notre terre est une femme. Merci à vous, mesdames, merci d'être passées sur ce plateau. Vous méritez tout. C'est comme pour dire que j'annonce ainsi mon prochain invité avec qui on va parler de cet événement de la Central Company. Elle mérite tout. C'est un événement à venir. Merci à vous. Très bonne fête. Très bonne fête à vous. Et surtout, ne lâchez rien. Christine Chabikao, votre parcours mérite d'être raconté et on va s'en charger très très bientôt. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Elle mérite tout. On en parle maintenant, merci mesdames, on en parle maintenant avec mon prochain invité qui va venir me retrouver avec Patrick Diosso rapidement et ce sera la dernière étape bien entendu de cette émission. Venez avec moi madame, elle mérite tout, c'est une soirée hommage n'est-ce pas aux femmes et on en parle avec cette charmante et belle dame. Alors, bonjour, bonjour mesdames. Comment allez-vous? Vous allez bien? Très bien, merci. Alors, elle mérite tout. C'est déjà là, n'est-ce pas? Effectivement. Oui. Bonjour, madame. Bonjour. C'est pour quand? Elle mérite tout? Alors, Elle mérite tout. C'est une initiative portée par la Central Company. La Central Company qui n'est plus à présenter. C'est une agence de communication globale, d'événementiel et booking d'artistes. Bien entendu,
Et ils organisent Elle mérite tout. Richard Flash, bien entendu. Exactement. Oui. D'accord. Et aujourd'hui, Elle mérite tout est à sa 4e édition. Ouais. Entièrement dédiée à la mise en valeur et à une véritable célébration de toutes nos femmes béninoises. Vous l'aurez constaté à travers cette campagne de communication média organisée par la Centrale Compagnie. Et sur les affiches, le message poignant était qu'elle soit ouvrière, qu'elle soit vendeuse, qu'elle soit présidente, peu importe son statut, elle mérite d'être célébrée. C'est ça. Elle nous donne la vie, elle porte l'espoir et construise l'avenir. N'est-ce pas qu'elle mérite tout nos femmes? Oui, nous méritons tout. Oui, parce qu'elle mérite tout. Tu connais cette chanson, non? Elle est de, je pense, Vano Baby, n'est-ce pas? Oui. Ouais, Vano Baby. Elle mérite tout. Alors, vous nous ramenez une charmante dame artiste, hein? N'est-ce pas? Elle sera elle est sur l'événement, évidemment. Alors, comment on se sent quand on est choisi, n'est-ce pas, pour faire partie de cette belle fête qui célèbre les femmes? Je me sens honorée. Déjà, c'est une fierté pour moi d'être femme et choisie pour ce festival. Et pour ma part, la femme, c'est la vie, l'amour, la paix. Et donc, elle mérite tout, bien sûr. Ce qui, comme le définit le nom du festival déjà. Donc, je demande à la population béninoise d'être là aussi massivement pour soutenir la femme que nous sommes. Et surtout entendre votre belle voix. On a hâte aussi d'entendre sur ce plateau. Un petit a cappella pour nous? Akluno etanyonu Buena y FIFA na miache FIFA we yonu Nusisi we yonu Jawe ye Ekuna hana nune. Voilà. Mais j'ai même pas envie qu'on arrête là. C'est si bien chanté en tout cas. Alors, Elle mérite tout, c'est quand, c'est quelle heure? Alors, pour entrer un tout petit peu dans le programme, Elle mérite tout se tiendra sur 3 jours à compter de ce jour, vendredi 7 mars, le 8 et le 9 mars 2025 sur l'esplanade du Palais des Congrès de Cotonou. Alors, cette édition promet d'être une expérience encore plus unique avec des panels de discussion, des témoignages inspirants et un concert spectacle orchestré par une sélection minutieuse de femmes artistes incroyables. Il y aura Rich Savi sera également au programme, mais ce sera pour le concert spectacle qui aura lieu le dimanche. Donc il y aura comme tête d'affiche Fatih sera là, Almok sera là, Kiri Kanta, Ami Mako, Nelly, et ce sera de 19h à 22h. D'accord. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Donc de 19h à... De 19h, vous avez dit? Non. Oui. 19h à 22h, c'est le programme du dimanche. Du dimanche, d'accord, voilà. Très bien. Ce vendredi déjà, on se donne rendez-vous à partir de 15h pour l'ouverture officielle de Elle mérite tout. Oui, et de 15h30 à 18h, le grand public aura droit à 2 panels de discussion. Le premier panel sera axé sur éducation et leadership féminin, animé par Madame Sandra Idosu. Et le deuxième panel sera axé sur santé sexuelle et spiritualité, animé par Madame Sierra Seka, et de 18h à 21h. Aujourd'hui, un grand show sera animé par un disque jockey femme. D'accord. Oui. Allez. Tout est dit en tout cas, quelque chose d'autre. Je vois que vous avez bien pris les notes. Hein. Oui, quelque chose d'autre. Oui, rapidement. Le programme de samedi. Rapidement, oui. Voilà. La journée internationale des droits de la femme, des thématiques poignantes seront développées, et ce par des panélistes, personnalités de Roron. Rapidement, entre autres, il y aura Madame Valérie Idosu qui va animer droits des femmes et égalité genre. Et Madame la ministre des Affaires sociales, Véronique Toyin-Fodé, va animer politique du gouvernement en faveur des femmes. Voilà. Merci à vous, mesdames. On va se quitter encore un a cappella et puis on sort de cette émission. Merci de nous avoir suivis, chers amis téléspectateurs. Oui, un a cappella. On se retrouve la semaine prochaine. Nadino ni kudeno alive non ti tomo wale adive no ale
ekbele omiwe enyole omiwe mingbo hore niño enyondo bulijije no dewe mina moe dewe mina momanu nanyo mindu choi kwe. Allez, à la semaine prochaine, portez-vous bien.